Voilà, donc je vais vous faire un petit raccord très très court quand même par rapport pour ceux qui n'étaient pas là, par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc je vous expliquais qu'il faut, pour aborder ce sujet du bouc émissaire, il faut admettre une chose, c'est que l'homme est un être violent. C'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui parce que nous vivons, chez nous en tout cas, en France, dans une société relativement apaisée, et donc du coup on s'imagine que les hommes ont toujours été comme ça depuis toujours, alors que c'est tout le contraire. Il y a une violence ontologique, dit René Girard, c'est-à-dire on pourrait dire une violence anthropologique, une violence liée à notre espèce, et c'est une violence spécifique. C'est-à-dire ce n'est pas la violence des autres animaux. Les autres animaux sont violents, bien entendu, mais d'après ce que j'ai lu, moi je ne connais rien, mais d'après ce que j'ai lu dans René Girard, les autres espèces, on ne se tue pas, on ne s'entretue pas à l'intérieur de la même espèce. Il y a des combats, en particulier pour la dominance du mâle, donc on peut blesser un autre individu de l'espèce, mais on ne le tue pas, on ne l'achève pas. Ça, c'est quelque chose de... Cette violence meurtrière, c'est quelque chose de proprement humain. Et cette violence proprement humaine, elle est due à une faculté particulière qui existe déjà chez les grands singes, mais cette faculté, elle s'est développée de façon extraordinaire chez l'homme, j'en ai parlé, c'est la faculté d'imitation, ce qu'on appelle en grec la mimésis. Alors cette faculté d'imitation, encore une fois, que les éthologues ou les éthologistes, ceux qui étudient les comportements animaux, ont déjà bien perçu chez nos cousins les grands singes, elle est extraordinaire parce que elle est au fondement de tout apprentissage. On apprend par imitation, et donc cette mimésis humaine, elle est à la source, on pourrait dire, de la civilisation. Ça, c'est l'aspect positif de la mimésis. L'aspect négatif, c'est que le désir aussi, le désir humain, enfin d'ailleurs je ne crois pas qu'il y ait d'autres désirs qu'humains, en réalité. Chez l'animal, il n'y a pas de désir, il y a des instincts. Ce désir humain, il est également mimétique, c'est-à-dire que je désire ce que l'autre désire. Et ce désir mimétique entraîne fatalement des rivalités mimétiques, et ces rivalités se multiplient, ne cessent de se multiplier à l'intérieur d'un groupe jusqu'à aboutir à ce que René Girard appelle une crise mimétique, ce que Thomas Hobbes, le philosophe anglais, appelait la guerre de tous contre tous. Donc là, on est au bord du massacre, on va s'entretuer les uns les autres, et la seule façon de sauver la communauté, de sauver le groupe de l'autodestruction, c'est de trouver un bouc émissaire et de sacrifier ce bouc émissaire sur l'autel de la paix et de la réconciliation. Et l'important dans ce sacrifice qu'on va étudier ce soir, c'est l'unanimité. Il faut absolument que toute la communauté participe au sacrifice, qu'il soit direct, par exemple dans le lynchage, tout le monde participe au lynchage, ou la lapidation, chez certains peuples, ou qu'il soit indirect, c'est-à-dire il y a un membre de la communauté qui sacrifie le bouc émissaire, à ce moment-là c'est un meurtre rituel, fait dans des conditions très précises, mais là il faut que tout le monde assiste à ce meurtre rituel, exactement, j'en parlais tout à l'heure, comme à Athènes par exemple, dans les cités antiques, tout le monde, hommes et femmes, assistent aux représentations théâtrales, et il y a un lien, on le verra, entre le sacrifice rituel du bouc émissaire et les représentations théâtrales. Donc on ne peut pas, dans les sociétés anciennes, on ne peut pas imaginer un dialogue du genre ah, tu vas au sacrifice ce soir? Oh non, je suis fatigué, ce soir, j'irai la prochaine fois. Non, c'est impossible. C'est ce qui soude la société tout entière, sans exception, le sacrifice du bouc émissaire.
Alors voilà, le sacrifice a lieu et il produit un véritable miracle que René Girard décrit de cette façon. Là où quelques instants plus tôt, il y avait 1000 conflits particuliers, il y a de nouveau une communauté tout entière réunie dans la haine que lui inspire un de ses membres seulement. Alors ce moment-là, ce moment du sacrifice, eh bien on le trouve dans l'affaire Dreyfus, même si ce n'est pas un sacrifice meurtrier. C'est le moment de la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire, hein, vous savez, sur la place des Invalides. Vous apercevez au fond de la gravure le dôme des Invalides. Donc là, il y a une cérémonie solennelle au son des tambours, enfin ça doit être très très impressionnant. Alors bien sûr, le public n'est pas admis à cette cérémonie, mais il y a toute la presse. Hein, je voulais citer la dernière fois les mots de Barès, par exemple, qui parle du nez ethnique de Dreyfus, ou bien d'un autre journaliste qui parle de son cerveau qui ne contient rien d'humain. Donc la presse relate longuement ce moment-là, ce moment du sacrifice, et donc d'une certaine façon, tous les Français, en tout cas tous ceux qui lisent, sont au courant de ce moment-là. Et du coup, on a effectivement, chez Dreyfus, comme le décrit René Girard dans ses analyses, un moment d'unanimité, assez court. Enfin, par rapport à Dreyfus, ça va durer quand même 2, 3, 4 ans. Hein. Et pendant ces 2, 3, 4 ans, il y a une opinion unanime, anti-dreyfusarde, c'est-à-dire que depuis les antisémites à l'extrême droite jusqu'aux socialistes à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances de la droite et de la gauche et du centre, hein, eh bien, tout le monde est d'accord pour condamner Dreyfus. Et tout le monde se sent soulagé par cette condamnation parce qu'on a expurgé le poison de la trahison qui menaçait la patrie. Alors ce moment est très intéressant, ce moment de la dégradation du capitaine Dreyfus, parce que il montre bien comment le mécanisme du bouc émissaire arrive à réconcilier des gens qui se haïssaient, hein, je vous ai dit des antisémites aux socialistes, toutes les rivalités politiques d'un coup, elles s'effacent à ce moment-là, et tout le monde se retrouve dans la haine du traître. Hein. Toutes ces haines convergent alors qu'elles étaient divergentes jusque-là. Alors j'en cite 3, hein, qui sont assez démonstratives. La haine antisémite, bien sûr, elle va de soi. Si vous avez, en tout cas, assisté à ma conférence sur l'extrême droite, hein, vous reconnaissez Édouard Drummond, donc, qui a fondé ce journal quotidien, La Libre Parole, hein, qui paraissait tous les jours, un journal antisémite, hein, qui avait un très très grand succès dans les dernières années du XIXe siècle. Et sur la une du journal, là, vous voyez donc Édouard Drummond présenté justement en sacrificateur. Hein. On ne voit pas très bien ce qui se passe, mais en bas, vous avez ce petit personnage minable, hein, c'est Dreyfus, hein, avec son nez crochu, bien sûr, et puis le casque à pointe de l'armée prussienne, qui représente la trahison. Et au fond, on peut imaginer toute la nation regroupée derrière son armée, et puis le soleil levant, qui est peut-être le soleil de la revanche, hein, sur l'Allemagne, et le soleil de l'unanimité retrouvée. Donc cette haine antisémite, elle nous semble effectivement aujourd'hui très logique. Et Drummond écrit « Ce n'était pas un homme qu'on dégradait pour une faute individuelle, mais toute une race dont on mettait la honte à nu. » Voilà, là-dessus, je pense que vous n'êtes pas étonnés. Plus étonnante, la haine patriotique, celle de Clémenceau, qui pourtant, 4 ans plus tard, sera un des principaux leaders du dreyfusisme, puisque vous vous souvenez peut-être que c'est lui qui a publié dans son journal L'Aurore la fameuse lettre de Zola, J'accuse, hein,
qui a relancé, qui a fait de cette affaire judiciaire une affaire avec un grand A. Donc Clémenceau, on ne s'attend pas à le voir crier, hurler avec les loups, mais en fait, en 1894-95, bien sûr, il pense que Dreyfus est coupable, et alors sa haine n'est pas la même que celle de Drummond, bien sûr. Elle ne s'adresse pas aux Juifs en général, hein, mais elle s'adresse à l'individu Dreyfus, qui lui apparaît un personnage incompréhensible, monstrueux. Voilà ce qu'il écrit dans son journal. Il n'a donc pas de parents, pas de femme, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité ou d'animalité même. Rien qu'une âme immonde, un cœur abject. On imagine mal hein, l'homme qui a vraiment beaucoup contribué à sauver Dreyfus de la déportation en 1894. Il est pour d'autres raisons, mais il est sur la même ligne que Drummond et les antisémites. La haine raciste, la haine patriotique, la haine sociale aussi, celle des socialistes, et même de Jaurès. Pourtant, Dieu sait que Jaurès n'est pas un homme violent, c'est un homme d'une culture, d'un raffinement, d'une pensée extraordinaire, et pourtant, lui aussi, Jaurès, il demande, alors dans un discours à la Chambre des députés, il demande que Dreyfus soit condamné à mort. Et oui, parce qu'il trouve totalement injuste, inadmissible, qu'un officier bourgeois échappe à la mort, alors que le moindre soldat simple déserteur sera automatiquement fusillé. Donc vous voyez ce moment qui illustre bien la théorie de René Girard, d'unanimité retrouvée. Eh bien, c'est ce que les Grecs anciens appelaient la catharsis. C'est le titre hein, de ma première partie. La catharsis. Donc on va faire un petit peu grec en découvrant un champ sémantique tout à fait passionnant. C'est le champ sémantique de la pureté. À partir de ce mot grec, hein, katharos, qui veut dire pur, qui a donné les cathars hein, au Moyen-Âge. Les cathars, ces albigeois, donc, qui étaient des dissidents, hein, des hérétiques par rapport à l'Église catholique, et qui se considéraient comme les purs face à cette Église catholique tombée dans une corruption financière et morale tout à fait extraordinaire. Donc voilà, katharos signifie pur, donc catharsis, c'est la purification, et puis vous avez le mot katharma, dont je vais vous parler dans un instant. En tout cas, ce champ sémantique de la pureté, de la purification, il exprime deux choses qui sont présentes dans toutes les sociétés anciennes, jusqu'à la nôtre. Hein. Une opposition et une analogie. Alors l'opposition, c'est celle du pur et de l'impur, du saint et du malsain. Et l'analogie, c'est celle entre le corps humain et le corps social. Alors cette analogie, elle existe depuis toujours, hein. Il y a des textes latins très célèbres sur cette idée que le peuple est un corps avec une tête, des membres, des organes, etc., et que tout l'ensemble du corps humain doit coopérer à la même œuvre, et c'est une espèce de parabole hein, qui désigne le corps social. La société est considérée comme un corps, c'est-à-dire avec la même solidarité de tous ces éléments, hein, qui est celle d'un corps humain. Et cette analogie entre le corps humain et le corps social, bon, ben, elle a disparu aujourd'hui, on ne l'utilise plus, mais ça ne fait pas si longtemps. Hein. Encore à la fin du 19e siècle, il me semble, même au début du 20e, il arrivait encore fréquemment de comparer la société à un corps et de parler du corps social, exactement comme on parle du corps humain. Donc le troisième mot, c'est le mot katharma, hein, qui est un synonyme donc pharmakos. Qu'est-ce que c'est le katharma? C'est un objet maléfique qui est rejeté
lors d'opérations rituelles qui ressemblaient à celles du chamanisme, si vous voulez, ou de l'exorcisme. Hein. Dans l'exorcisme aussi, il y a un élément qui s'est introduit dans le corps, et il s'agit par toute une série de prières, d'opérations rituelles, d'exorciser cet élément et de le rejeter à l'extérieur du corps. Ce mot katarma désigne aussi la victime d'un sacrifice humain. Donc vous voyez, un objet maléfique, un homme maléfique ou un animal, comme le bouc, hein, symbolise tout le mal qui est en nous, qui est dans le corps social, et il s'agit de le rejeter. Alors, il y a un synonyme des pharmakos, hein, qui a donné pharmacien, pharmacie, etc. Ça, c'est particulièrement intéressant. Le pharmakos, ou le katarma, en réalité, c'est un poison. C'est un poison, et il rend malade le corps humain ou le corps social. Mais ce poison, c'est en même temps un remède. C'est un remède parce qu'il provoque une réaction de l'organisme qui, du coup, va réussir à expulser les éléments pathogènes, les impuretés, hein, si on reste dans le langage archaïque. Le pharmakos, c'est ce qui fait vomir, ou ce qui fait saigner. Et d'ailleurs, le mot catharsis veut dire aussi menstruation. Vous voyez que vraiment, ce champ sémantique est d'une richesse extraordinaire. Alors, bon, je vous ai mis quelques images pour varier un peu. Bon, voilà la fameuse saignée hein, qui est pratiquée depuis le Moyen-Âge. Je ne sais pas pourquoi on a abandonné cette façon de soigner. Hein. Ça ne se fait plus. Ce qui se fait encore, par contre, c'est le lavement. Hein, dans la médecine, donc la médecine classique, hein, la médecine du XVIIe siècle, vous avez deux grands remèdes. Hein, à l'époque, on ne disposait pas de grand-chose. C'est la saignée et le lavement. Donc le lavement qui est... Comprenez bien de quelle façon on peut expulser les impuretés, mais enfin, au cas où vous ne comprendriez pas, vous avez quand même les illustrations. Voilà, le clistère, hein, c'est-à-dire cette énorme seringue hein, qui est introduite dans le rectum en cas de problèmes intestinaux, mais je crois bien aussi dans le vagin, par exemple, pour pratiquer des avortements. Je crois que c'est aussi quelque chose, bon, je suis moins sûr, hein, enfin bon, il faudrait voir. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait courant, et voilà, pour détendre encore un peu l'atmosphère dans cette conférence un peu terrible, je vous ai mis une dernière illustration d'une sculpture sur bois, hein, très très belle. Je ne sais pas où elle se trouve, mais cette opération du lavement est très intéressante parce qu'elle montre que d'une certaine façon, on respecte la pudeur de cette femme qui a des problèmes intestinaux, et donc le médecin ne rentre pas dans la maison pour la soigner, ça se passe par la fenêtre. Et évidemment, par la fenêtre, tout le monde peut voir son fessier, mais en même temps, on ne sait pas à qui il appartient. Alors là, bien sûr, l'artiste coquin nous a ouvert la porte de la maison pour qu'on voit le visage de la femme, mais bon, je ne pense pas que ce soit jamais pratiqué de cette façon-là, hein, bien entendu. Hein. Vous savez, sur les rétables, souvent, les rétables du Nord, on trouve comme ça des sculptures, des scènes d'un grand humour, extrêmement graveleux même. Hein. Alors, ce qui est intéressant, mais là, bon, j'avance prudemment, hein, mais ce que je vais le dire sous contrôle de mes amis médecins qui sont là, peut-être que je dis des bêtises, ils me corrigeront après, mais l'idée c'est qu'on retrouve, même dans la médecine moderne, hein, ce principe, puisque la vaccination, par exemple, consiste à introduire un élément pathogène dans le corps pour provoquer une réaction immunitaire. Donc si c'est bien ça, vous voyez, ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là on est sûr que ça soit plus efficace que la saignée en tout cas. Donc voilà, on va provoquer une réaction immunitaire, et alors cette catharsis, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire non pas le corps humain mais le corps social,
Donc c'est une médecine ou une pharmacie du corps social, et c'est tout à fait analogue à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que ça consiste à injecter dans le corps social une petite dose de violence, petite dose, une personne, on va tuer une personne pour sauver tous les autres, c'est jouable, hein. Une petite dose de violence, donc pour prémunir l'ensemble du groupe contre cette violence terrible qui risque de se déclencher. Donc normalement, ne dépassez pas la dose. Une seule personne devrait suffire. Je dis ça parce qu'il y a des civilisations où on a largement dépassé la dose. Vous savez, par exemple, les Aztèques. Les Aztèques, c'était terrible. Ils devaient être tellement inquiets qu'ils sacrifiaient des gens sans arrêt. Hein. Au point que les Espagnols, qui n'étaient pas des tendres, hein, quand ils sont arrivés à Tenochtitlan dans les temples et qu'ils ont vu le massacre, étaient absolument horrifiés. Mais bon, ça semble quand même relativement exceptionnel. Les Aztèques devaient être un peu givrés. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la tragédie, selon Aristote, qui est vraiment, plus que Platon, à mon avis, le penseur intéressant pour ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, la tragédie, elle joue exactement la même fonction cathartique que le sacrifice rituel. C'est-à-dire qu'il s'agit de soigner, là encore, mais sans tuer personne, de soigner par la représentation du tragique, le tragique de la violence humaine. De quelle façon va être pratiqué ce soin? Eh bien, en polarisant les passions diffuses du groupe humain sur une seule personne. Cette personne, c'est le héros tragique. Et ensuite, lorsque tout est bien polarisé, bien concentré sur ce héros tragique, on va purger les passions par la mort du héros. Voilà, si vous voulez, le principe de la tragédie. Le héros tragique, c'est le bouc émissaire, en fait. Hein. Et vous voyez d'où vient le mot tragédie, hein, tragodia en grec. Ça vient du mot tragos, qui veut dire le bouc, et du mot odé, l'ode. Hein, vous savez ce qu'est une ode en poésie, hein, c'est un chant en fait. Hein. La poésie était souvent chantée. Donc tragodia, c'est le chant du bouc, qui est un chant de mort. Hein. Un peu analogue sans doute au hurlement du loup, quand on dit que le loup hurle à la mort, et bien là c'est le bouc. Et je vous ai mis une illustration d'une pièce de Sophocle, justement, qui est Oedipe-Roi. Sur cette image, cette représentation, on voit le chœur. Vous savez qu'il y a toujours dans la tragédie grecque 3 acteurs et un chœur. Le chœur qui chante, hein, qui parle aussi, en particulier le coryphée, c'est-à-dire le chef du chœur. Et vous voyez l'attitude du chœur ici, on est à un moment sans doute justement parmi les plus tragiques, où on se voile la face devant la mort, devant le meurtre qui est en train de se perpétrer, ou peut-être devant le sacrifice d'Oedipe, puisqu'à un moment donné, Oedipe se crève les yeux hein, pour échapper, pour ne plus voir le monde dans lequel il a tué son père et fait l'amour avec sa mère. Donc le chœur. Alors vous voyez le rôle du chœur dans la tragédie antique. Moi j'imagine que ça me fait penser en tout cas à ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, dans les grandes émissions de variété, où vous avez quelqu'un qui met un panneau pour dire applaudissez. Ou bien stop, arrêtez d'applaudir. Ou bien levez-vous. Ben, le rôle du chœur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est chargé de traduire pour la communauté l'attitude qu'il convient d'avoir. Surtout aujourd'hui, c'est une attitude qu'il convient d'avoir. Mais à l'époque, c'est l'attitude qu'il convient de ressentir. En montrant son effroi, le chœur suggère au peuple des spectateurs l'effroi de ce qui est représenté sur la scène. Alors il faudrait pouvoir analyser longuement l'ambiguïté ou l'ambivalence des sentiments que nous éprouvons vis-à-vis du héros tragique. Et là je vous invite à rentrer en vous-même hein, pour
vous mettre dans la peau de ce spectateur de films ou de pièces de théâtre assez horribles qui doit vous arriver de voir, hein, ne serait-ce qu'à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sentiments qu'on éprouve par rapport au héros? Le héros, qui dans les films policiers, par exemple, dans les grands films policiers, hein, il y en a tellement, le héros qui peut être un criminel d'ailleurs. Et pourtant on s'identifie à lui. On s'identifie d'une certaine façon au héros tragique, hein, qu'il soit criminel ou autre chose. On souffre avec lui. On meurt avec lui. Et alors, sa mort nous apporte un curieux sentiment, ou plutôt un curieux mélange de sentiments, une espèce de tristesse profonde, et en même temps de soulagement. Ce héros tragique, il a vécu de nos passions. Il a vécu les mêmes passions que nous. Seulement, lui, il est allé jusqu'au bout de ses passions. Et il en est mort. Et nous sommes là, bien vivants, à la fois compatissants et apaisés. Mais il y a un moment dans ce qu'on éprouve là qui est vraiment très typique, je pense, de quelque chose d'archaïque qui se trouve encore aujourd'hui dans nos représentations et dans nos spectacles. Le générique de fin, si on employer l'image du film, le générique de fin nous rend plus humains. C'est ça la fonction, hein, de la tragédie. Comédie, mais un film noir, c'est pas une tragédie, je sais pas pourquoi. Enfin bon, peu importe. En tout cas, un soulagement profond. On se regarde les uns les autres, on ne se parle pas, mais on sent que, après ce déchaînement de violence auquel on vient d'assister, on va se réconcilier. On va pouvoir retourner dans la société avec quelque chose de meilleur, un sentiment de paix. En tout cas, on va pouvoir vivre en société. Alors voilà, qu'il soit symbolique, hein, comme dans le théâtre ou le cinéma, ou qu'il soit réel, comme dans le meurtre rituel, ce moment-là, dont on vient de parler, ce moment du sacrifice, est un grand moment. Un très grand moment. Pour Elias Canetti, dont je reparle un instant, c'est le moment de la transmutation de la société en masse. Pensez aujourd'hui aux grandes manifestations sportives, aux grandes manifestations politiques. Lorsque dans un meeting de campagne électorale, de fin de campagne électorale, il y a 10-15 000 personnes, hein, c'est important. Dans un stade, il y en a beaucoup plus encore. Dans un concert, hein, pensez au concert de Johnny Hallyday qui vient de mourir, hein, le Stade de France, enfin, l'extraordinaire effet de masse, hein, qu'il y a dans des événements comme celui-là. Et bien voilà quelque chose qui nous fait comprendre, je crois, ce qu'a pu être dans les sociétés anciennes le sacrifice du bouc émissaire. Qu'est-ce que c'est qu'une masse? C'est le contraire de la société. La société, c'est un ensemble complexe, une structuration complexe de différences, de hiérarchies, de privilèges, de choses particulières dans lesquelles l'homme trouve son identité. Et c'est pourquoi, d'après Elias Canetti, les hommes ont une phobie de la ressemblance. On l'avait vu aussi, hein, la semaine dernière avec René Girard. Il disait que souvent, quand il y avait des jumeaux, ils étaient sacrifiés parce qu'ils se ressemblaient trop, donc on ne pouvait plus les distinguer, ils n'avaient plus d'identité, et c'était dangereux. Quand on se ressemble trop, la situation est dangereuse, parce que là, le désir mimétique, il tourne immédiatement à l'affrontement. Donc une phobie de la ressemblance, ou plutôt une phobie de l'indifférenciation. Le fait qu'on ne puisse pas être différents les uns des autres. Les hommes, en principe, n'aiment pas ça. L'homme ne veut pas se noyer dans la masse. Il veut être quelqu'un. Il veut être quelqu'un, lui-même, bien particulier, bien différent des autres. Et en même temps, ça c'est sa volonté la plus constante et la plus courante, mais en même temps,
cette structuration sociale, avec toutes ces différences, ces hiérarchies, ces contradictions, etc., c'est quelque chose de pesant, quelque chose qui pèse sur nous. Il y a toutes les conventions, toutes les distances entre les uns et les autres. C'est pas quelque chose de si facile à vivre. Ça brise souvent nos élans vers l'autre. Hein, on éprouve quelque chose comme un élan vers quelqu'un, puis ben, non, quand même, enfin de moins en moins. Hein. Ça évolue beaucoup, ça, hein, actuellement. Hein. Les élans, on les bride de moins en moins. Mais enfin, disons que dans la plupart des sociétés jusqu'à nos jours, c'est ça. Et donc, cette structuration de la société, elle nous condamne finalement à une certaine solitude. Eh bien, la formation d'une masse, elle nous libère. Elle nous libère de tout ça. Elle nous libère de cette solitude, de la politesse, des conventions, des hiérarchies. Hein. Dans un match de foot, quand notre équipe vient de marquer un but, tout le monde se lève, on s'embrasse à la limite, tellement on est heureux. Et si un patron a un ouvrier à côté de lui, il embrasse son ouvrier, l'ouvrier embrasse son patron, on s'aime, on s'adore tout d'un coup. Par quel miracle, ouais. C'est ça, c'est l'effet de masse. C'est ça que nous explique Elias Canetti. C'est un mouvement, la masse est un mouvement violent, donc exaltant, qui détruit en un clin d'œil toutes les hiérarchies. Tous ceux qui en font partie, dit René Girard, se défont de leurs différences et se sentent égaux. On n'est plus seul au milieu des autres, on communie. On communie dans la joie, dans le plaisir, ou dans la haine. Dans les manifestations politiques, ou même sur un stade de foot, on peut aussi communier dans la haine. Hein. En tout cas, on ne forme plus qu'un seul corps, hein, pour reprendre cette image ancestrale du corps social. On n'est plus qu'un seul corps. Et il y a une espèce d'idéal humain, de fascination pour ces situations qui sont très exceptionnelles dans la vie, hein, où on a le sentiment que ça y est, on est tous ensemble, hein, comme je disais la dernière fois. Et ce moment d'enthousiasme collectif, Elias Canetti l'appelle la décharge. Alors la décharge, il faut entendre ce mot dans le sens tout simplement sexuel. Autant dire l'orgasme. Mais un orgasme de masse. Un orgasme de masse. On comprend qu'on ait parfois la nostalgie de moments comme ça, qu'on a vécu, tout à fait exceptionnels. Hein. On en a d'autant plus la nostalgie que le mécanisme du bouc émissaire qui nous a amenés là s'est enrayé depuis très très longtemps. Hein. Le mécanisme du bouc émissaire est en échec. Ça sera ma deuxième partie. Oui, en réalité, la nostalgie du clan, hein, de la meute, je parlais la dernière fois, de la masse, c'est vraiment la nostalgie d'un monde que nous avons perdu. Et que nous avons perdu depuis très longtemps, d'après René Girard. Que nous avons perdu il y a 2000 ans, au moment où le sacrifice du Christ a révélé une chose absolument extraordinaire pour l'époque, c'est que la victime est innocente. On croyait que le bouc émissaire était coupable, c'est pour ça qu'on le haïssait tous allègrement. Non, Jésus montre par son sacrifice que la victime est innocente. Et du coup, depuis cette révélation, le mécanisme du bouc émissaire, il y en a toujours des boucs émissaires. Et il y a toujours des crises mimétiques. Et il y a toujours des moments sacrificiels. Mais ils ne réussissent plus comme avant à ressouder la communauté. Même dans les pires moments, pensez au sacrifice des Juifs dans la Shoah, ça ne fait pas l'unanimité. Même si c'était très difficile sous Hitler de manifester, c'était impossible, hein, de manifester son opposition à ce sacrifice des Juifs, il n'empêche que dans leur fort intérieur, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. C'était peut-être une minorité, mais enfin, ils existaient. Depuis Jésus, il y a toujours quelqu'un pour crier à l'innocence de la victime. Il y a toujours quelqu'un pour dénoncer
le mécanisme du bouc émissaire, qui est le sacrifice du bouc émissaire, qui est une supercherie, hein, en réalité. Il y a toujours quelqu'un, ne serait-ce que la victime elle-même. Et c'est bien ce qui s'est passé dans le cas de l'affaire Dreyfus. Le mécanisme du bouc émissaire s'est enrayé, hein, très rapidement. Je vous disais tout à l'heure qu'il a fait pendant un temps l'unanimité de l'opinion française, et puis ça s'est enrayé. Et ça s'est enrayé pourquoi? Parce que Dreyfus n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il aurait pu. Vous savez, dans les conditions terribles, je ne sais pas si vous avez vu des images de ça, il y a des films, des téléfilms, dans les conditions terribles où il était déporté, détenu à l'île du Diable, au large de la Guyane, dans des conditions climatiques affreuses, il était enfermé pratiquement toute la journée sous un soleil de plomb, dans une petite cabane recouverte d'une tôle, enfin, vous imaginez le calvaire qu'il a vécu. Et même après qu'il a été condamné, quand il était à l'île du Diable, à plusieurs reprises, l'état-major de l'armée a essayé de lui faire reconnaître sa culpabilité. Parce qu'au fond, c'est ça. Le mécanisme du bouc émissaire, ça ne sert à rien si la victime n'est pas coupable. Et Dreyfus a toujours résisté à ça. S'il avait cédé, ses conditions de vie se seraient améliorées. On ne l'aurait pas libéré, bien sûr, hein, mais on l'aurait certainement ramené de l'île du Diable, on l'aurait ramené en France, il aurait eu des conditions de détention un peu meilleures, il aurait pu voir sa famille, mais non, c'est la force de Dreyfus, ce personnage pas très sympathique, hein, souvent, comme j'ai dit la dernière fois, très froid, mais il a ce courage-là de résister à la tentation de l'aveu. L'aveu, ça vous dit quelque chose, hein, ce film de Costa Gavras, avec Yves Montand dans le rôle d'Arthur London, l'aveu, c'est ce que cherchent à obtenir à tout prix les responsables, enfin ceux qui désignent un bouc émissaire. Et ça a réussi souvent, ça a réussi justement dans le monde communiste, hein, et il suffit d'étudier, vous connaissez les procès de Moscou de 1936 à 1938, où les condamnés, enfin les suspects, ont avoué leurs crimes. Ils ont avoué qu'ils avaient trahi l'URSS. Et c'est un aveu, évidemment, absolument faux. Et ils ont avoué, pas sous la torture. La plupart du temps, les agents du KGB qui les ont fait avouer ont réussi à les convaincre qu'il fallait avouer. Pas spécialement dans leur intérêt, d'ailleurs, parce que même après avoir avoué, ils ont quand même été condamnés à mort. Mais à leur avouer au nom de la morale communiste. Car ce n'était pas n'importe qui, hein. Les gens qui ont été condamnés et exécutés dans les procès de Moscou, c'est ce qu'on appelait la vieille garde bolchevique. C'était tous ceux qui avaient fait la révolution avec Lénine, sauf Staline, bien sûr. Les Zinoviev, les Kamenev, les Radek, Trotsky avait échappé à ça, mais il n'échappera pas au sbire de Staline. Enfin voilà. Et ils ont avoué parce qu'ils ont été convaincus que c'était leur devoir de communistes. Pour servir l'URSS, on avait besoin de boucs émissaires, et ben allez, ils ont été d'accord pour être des boucs émissaires. Des choses extraordinaires, hein, des moments extraordinaires dans l'histoire. Mais avec Dreyfus, ça n'a pas marché. Parce que Dreyfus n'a pas joué le jeu. Et du coup, il s'est formé autour de lui un parti, pas un parti au sens moderne, avec une organisation, des cartes, des adhérents, mais un parti, les gens qui ont les mêmes positions et qui vont dans le même sens. Un parti, c'est le parti de l'innocence, le parti de la vérité. Disons-le maintenant, le parti intellectuel. Alors je vais m'expliquer sur ce mot, parce que ça peut vous paraître surprenant. C'est avec l'affaire Dreyfus qu'apparaît donc une notion nouvelle que représente au départ le mot russe intelligentsia, hein, et qui va se répandre rapidement en France à la fin du XIXe siècle, traduit par les intellectuels, au pluriel. Alors qui sont ces intellectuels
qui vont se trouver à la tête du, qu'on appellera le camp Dreyfusard. La France est coupée en deux, il y a le camp Dreyfusard et le camp anti-Dreyfusard, et on se déchire dans chaque famille. C'est là qu'on voit à quel point le mécanisme du bouc émissaire n'a pas du tout réussi, c'est qu'il aboutit au résultat contraire. Toute la France est déchirée par l'affaire Dreyfus. Eh bien, ces intellectuels, à l'exception de deux noms prestigieux, Émile Zola, dont on parlait tout à l'heure, et Anatole France, ce ne sont pas des écrivains, on pourrait s'y attendre. Ce ne sont pas des artistes, encore moins des académiciens qui sont tous anti-Dreyfusards. Le camp des Dreyfusards, ce sont les professeurs d'université. Parce que ce qui les caractérise, ces gens-là, ce ne sont pas leurs idées politiques, leurs options religieuses, sociales, c'est leur statut professionnel. Ce sont des spécialistes de la pensée. Et ce qui les réunit, donc, ce n'est pas encore une fois leurs opinions, hein, c'est un cas d'école. Je dirais que on peut faire un jeu de mots, hein, les universitaires sont réunis par un cas d'école, hein, un cas d'ailleurs qui leur fait penser à un autre cas historique qu'ils connaissent tous très bien, parce qu'ils sont voltairiens pour la plupart, l'affaire Calas. Hein, l'affaire Calas au XVIIIe siècle, dans laquelle Voltaire prend la défense d'un protestant, enfin, prend pas la défense, le pauvre, il a déjà été exécuté, un protestant qui a été accusé injustement, mais Voltaire se saisit à la demande de la famille Calas, il se saisit de cette affaire pour faire réhabiliter Calas. Ben, l'affaire Calas, les intellectuels, les universitaires donc, de la fin du XIXe siècle, quand ils voient l'affaire Dreyfus, tout de suite, ça leur fait penser à l'affaire Calas. Ah ben oui, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Ce qui les réunit, tous ces gens-là, ce sont, je vais faire encore un jeu de mots, mais ça n'en est pas un, enfin, en tout cas, si c'en est un, c'est un jeu de mots qui a beaucoup de sens. Ce qui les réunit, c'est les valeurs universelles de l'université. Les valeurs universelles de l'université. Le goût du savoir, l'esprit critique, l'honnêteté intellectuelle, et puis fondamentalement, cette valeur qui est intrinsèque à l'exercice de leur métier, la vérité. Un artiste, un écrivain, il peut mentir. Il le doit même parfois, hein, dans la mesure où il crée quelque chose d'imaginaire. Il ne dit pas la vérité, ou peut-être qu'il l'a dit d'une certaine façon. Mais pour les universitaires, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. Hein. La vérité, c'est la vérité. Il faut l'atteindre en la démontrant et en la recherchant systématiquement. Et donc le combat Dreyfusard pour la vérité leur apparaît comme le prolongement naturel de leur activité professionnelle. Ce n'est pas une rupture pour eux. Hein. Comprenez bien que le combat des intellectuels pour Dreyfus n'est que secondairement un combat contre l'antisémitisme. Les Dreyfusards ne se battent pas pour Dreyfus parce qu'il est juif. Ça leur est complètement égal. Hein. Ils se battent pour Dreyfus parce qu'il est la victime d'une injustice. Il est la victime d'un complot judiciaire. Et donc ils se battent au nom d'une morale spécifique, hein, qui n'est pas celle du bien et du mal, mais du vrai et du faux. Si la condamnation de Dreyfus est fausse, il faut lutter pour lui. Peu importe les idées de mal ou de bien, on est dans un autre registre. Voilà, alors si on revient dans la ligne historique, hein, on peut dire qu'au communautarisme, donc, des origines, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, du communautarisme, a succédé dans notre histoire le christianisme, et ça c'est très important, puis l'humanisme, et au fond, l'humanisme, c'est pas autre chose que l'universalisme incarné dans l'université. Et cet universalisme, il s'oppose naturellement au mécanisme du bouc émissaire, et cette opposition l'empêche donc de fonctionner comme par le passé. Alors, est-ce à dire qu'on en a fini avec le mécanisme du bouc émissaire depuis Jésus ou depuis l'humanisme? Ben, pas du tout. Vous le savez bien.
la peur de l'autre, la haine de l'autre, le désir mimétique, hein, le désir d'appropriation n'ont pas disparu avec la modernité, avec la dissolution des communautés traditionnelles. Bien au contraire, je dirais. Bien au contraire, parce que les clans, les tribus, les castes, les corporations, tous ces groupes hein, qui structuraient les sociétés traditionnelles, les églises, elles affirmaient sans cesse entre les hommes les différences et les identités. Et leur l'effondrement de toutes ces structures collectives que nous avons tous connues encore, hein, il n'y a pas si longtemps hein, qu'elles existaient encore, leur effondrement a provoqué une égalisation. Mais pas une égalisation des conditions, vous le savez bien. Au contraire, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Hein, mais une égalisation des désirs. Et ça, c'est assez terrible parce qu'en démocratie, tout devient accessible au désir. Alors, je vais vous laisser découvrir cette citation, vraiment la plus importante, à mon avis, de cette conférence de René Girard. Les qualités croissantes n'engendrent pas l'harmonie, mais une concurrence toujours plus aiguë, source de souffrance spirituelle qui ne fait qu'exaspérer le désir. La passion de l'égalité est une folie que rien ne saurait dépasser, sinon la passion contraire et symétrique de l'inégalité. Alors, René Girard ne renvoie pas dos à dos hein, les deux passions, vous le remarquez. La passion de l'inégalité, c'est ce qu'on appelle le racisme. Le racisme, c'est bien ce qu'il y a de pire. Mais tout de suite après, il y a son contraire. Appelons ça l'égalitarisme, si vous voulez, qui est symétriquement inverse hein, par rapport au racisme. Eh bien, cet égalitarisme provoque des dégâts considérables. René Girard ne veut pas dire par là qu'il est contre l'égalité, hein. Et moi non plus. On n'est pas en train de porter des jugements sur les choses, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et alors c'est vrai qu'à notre époque, l'époque que nous vivons actuellement, avec la chute du communisme a ouvert la boîte de Pandore du libéralisme. Hein. C'est-à-dire qu'en libérant les forces du marché de toute entrave, elle a lancé l'humanité, sous le nom de mondialisation, dans une spirale infernale, une spirale de la compétition généralisée et de la frustration universelle. Là, j'insiste bien pour que vous associez ces deux mots, compétition et frustration. Ils sont totalement liés dans l'histoire que nous sommes en train de vivre depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Dans une société démocratique et libérale, les boucs émissaires prolifèrent. Et ils prolifèrent à une allure folle parce qu'aucune crise sacrificielle ne vient apporter d'apaisement. Là encore, ne me faites pas dire que je suis pour qu'on rétablisse les sacrifices de boucs émissaires. Hein. Mais constatons les choses, plus rien. Il n'y a plus rien qui arrête la spirale de la compétition mimétique, la spirale du désir mimétique, et donc du coup, la production de boucs émissaires devient un processus permanent. Et un processus d'autant plus difficile à arrêter qu'il est inconscient. Ça, c'est très important. Et René Girard y insiste, c'est la fonction même du mécanisme qui le rend inconscient. Parce qu'à partir du moment où il est conscient, il n'y a plus de bouc émissaire. Hein. On ne dit pas, tiens, je vais tuer un bouc émissaire, ça va me faire plaisir. Non, on le tue parce qu'on croit qu'il est coupable. Hein. La fonction du mécanisme, c'est de dissimuler aux hommes, dit René Girard, dissimuler aux hommes la vérité de leur violence. Alors, cette phrase qui est facile à retenir et qui dit tout hein, sur le sujet,
Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Ça rend les choses difficiles. Comment lutter contre le phénomène du bouc émissaire, puisqu'on ne sait pas qu'on a des boucs émissaires, nous qui en parlons, et moi-même en ce moment. Hein. Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Je crois que j'aurais réussi cette conférence si je vous fais prendre conscience de ça, du fait que vous et moi et tout le monde, nous produisons sans cesse des boucs émissaires. René Girard écrit encore: nous ne nous sentons jamais personnellement impliqués dans le mécanisme du bouc émissaire. Nous dénonçons les persécuteurs, alors pour ça on est bon, hein, mais nous ne nous voyons jamais comme persécuteurs. Ça vous fait penser à quelque chose, hein, puisqu'on parlait du Christ tout à l'heure, la fameuse parabole de la paille et la poutre. Alors pour voir la paille dans l'œil du voisin, ça, il n'y a pas de problème, hein, je suis très très clairvoyant. Mais pour voir la poutre qui est dans mon œil, non, je ne vois pas du tout. Correct. Voilà, nous dénonçons les persécuteurs. On n'en finirait pas de dresser la liste de nos boucs émissaires. Hein, je disais tout à l'heure, les boucs émissaires se multiplient, hein, à l'âge de la mondialisation. Alors on pourrait faire des listes infinies. J'en donne 3 pour simplifier, parce qu'ils sont des boucs émissaires justement tout à fait généraux. Pour l'extrême droite par exemple, et pour une partie de la droite, le bouc émissaire, c'est l'immigration. C'est les immigrés. Pour la gauche, c'est le populisme. Ah, je vais pouvoir revenir, mais j'ai pas le temps. Hein. J'ai fait une conférence là-dessus, sur le populisme. Bon, c'est complexe. Mais justement, mettez-vous bien dans la tête au moins une chose, c'est que c'est très complexe. Et que dénoncer le populisme, c'est dénoncer tout simplement un bouc émissaire. Un bouc émissaire pour la gauche, des boucs émissaires pour la droite, et puis un bouc émissaire pour tout le monde. C'est l'État. Alors l'État, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui, à chaque instant de notre vie, le fisc en particulier. Alors là, le fisc, c'est un monstre qui suce notre sang. Les charges sociales, hein, c'est notre ami du Gestival, Franck Lepage, hein, qui disait, avant on disait les cotisations sociales. Maintenant, on dit des charges sociales. Oh, ça nous pèse dessus. Et tout le monde, presque, enfin, pas tout le monde, mais vraiment, l'immense majorité de la population dénonce les charges sociales. Hein. Même les ouvriers, d'ailleurs. Hein. Et ben, ils ne voient pas que les charges sociales, c'est en fait tout ce qui permet de financer l'État social dont nous bénéficions tous. Mais à chaque instant de notre vie, mais ça, on l'oublie complètement. Donc là, vous avez un bouc émissaire tout trouvé, c'est l'État, hein, c'est lui qui est coupable de tout. Parmi les boucs émissaires, alors, il y a une catégorie à laquelle on ne pense pas très souvent. C'est celle de nos parents. Nos parents, on en aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais qui sont souvent, dans nos sociétés modernes, accusés d'être les responsables, finalement, parce que c'est eux qui nous ont élevés. Donc si on n'est pas quelqu'un de bien, c'est de la faute des parents. Il n'y a qu'à nous élever comme il faut. Hein. Ils sont responsables de tous nos problèmes, de nos manques, de nos souffrances. Hein. À mon avis, c'est la raison pour laquelle la psychanalyse a un tel succès médiatique. Personne, au fond, ne connaît la psychanalyse. Qui c'est qui a lu Freud, hein? Il n'y a pas grand monde qui a lu Freud. Hein, et alors encore moins les épigones. Mais alors, tout le monde utilise la psychanalyse sans arrêt, tout au moins une espèce de vulgate minimale, hein, dans laquelle il y a cette idée que tout ce qui nous arrive, ben, ça vient de l'Oedipe, hein, donc du coup, ça vient de nos parents. Plus que nos parents, en fait. C'est que le bouc émissaire, c'est souvent la génération précédente. Alors ça, historiquement, je pourrais vous le montrer pendant des heures. Hein. Bon, vous savez, par exemple, notre génération, enfin, je dis notre, la mienne, hein, on a tous le même âge, la génération de 68, hein, vous savez qu'elle est jugée responsable de toute la crise d'autorité dont souffre effectivement notre société. Hein. On ne l'a pas inventé, c'est pas une invention
Mais voilà, c'est la faute de 68. En plus, c'est pas complètement faux. Il y a dans mai 68 des éléments qui vont dans ce sens. Mais de là à dire la génération, les 68ards, comme si tous les 68ards avaient été d'accord sur tout, c'est pas le cas. Mais les 68ards eux-mêmes, ils avaient comme bouc émissaire la génération précédente, celle de Vichy. Évidemment, c'est pas difficile de l'avoir comme bouc émissaire, étant donné ce que... Mais les gens qui ont vécu sous le régime de Vichy, ils n'étaient pas tous d'accord avec Vichy. C'était même... Enfin, il y en avait beaucoup qui étaient pétainistes au début. Hein. Mais voilà, quel sens ça a de faire d'une génération entière, d'attribuer à une génération entière la culpabilité. Mais les gens de l'époque de Vichy, ils avaient comme bouc émissaire la génération précédente, celle qui avait fait la guerre de 14-18. Et ils reprochaient, et vous savez que le pétainisme, ça a été une des grandes sources du pétainisme. Le pétainisme, surtout à gauche, parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche hein, chez les Vichysois, il n'y avait pas que la droite, hein. Le pétainisme, c'est un pacifisme. Pétain ne voulait pas la guerre, hein, et aucun des Vichysois ne voulait la guerre. Plutôt, alors, les gens de droite disaient plutôt Hitler que le Front populaire, mais beaucoup de gens disaient plutôt Hitler que recommencer la grande boucherie de 14-18. Donc du coup, ceux qui avaient déclenché la guerre de 14-18, c'était un bouc émissaire extraordinaire. Pensez aussi à la génération de Dreyfus. La génération de Dreyfus, elle reproche à la génération précédente d'avoir trahi les idéaux de la République. La génération précédente, c'est celle qui, dans les années 1880, les Gambetta, les Jules Ferry, etc., ont instauré la Troisième République. Voilà, un bouc émissaire. C'est à cause des républicains de 1870. Et les républicains de 1870, ils avaient un bouc émissaire, c'était les républicains de 1848, qui était une génération romantique. Ils les appelaient les vieilles barbes. Cette génération romantique de 1848, de la Deuxième République, était accusée d'avoir fait, par sa naïveté, et c'est pas faux non plus, d'avoir fait le lit du Second Empire, le lit de la dictature. Et la génération romantique, j'en ai parlé dans mes conférences d'Asserment, la génération romantique, elle avait un bouc émissaire, c'était la génération précédente, les hommes des Lumières. Les hommes des Lumières qui avaient tué l'inspiration, la créativité avec leur esprit rationnel, rationaliste. Chaque génération prend comme bouc émissaire la génération précédente. Là encore, ne faisons pas de généralité, c'est pas tout le monde, mais il y a quelque chose qui flotte comme ça dans l'air à chaque génération de dire alors la prochaine génération, elle nous reprochera de pas d'avoir laissé des dettes, par exemple, je ne sais pas, enfin, vous voyez. Voilà un bouc émissaire un peu inattendu. Alors, je m'arrêterai un petit peu plus longuement pour finir cette deuxième partie sur un mécanisme victimaire quotidien auquel on ne pense pas non plus beaucoup, on ne prête pas tellement attention, c'est cette forme d'agression détournée qu'est la moquerie. La raillerie. Le rire aux dépens d'autrui. Là, on va retrouver Bergson, et pas seulement Bergson, parce que René Girard en a aussi beaucoup parlé. Vous le savez, comme le désir ou la haine, le rire est mimétique. Alors là, c'est caractéristique, hein, vous voyez les gens rire, irrésistiblement, vous mettez à rire. Donc, c'est aussi mimétique que le désir. Voilà ce que dit... non, c'est pas là. On dit là, quand un groupe rit de quelqu'un, il s'agit d'une forme même anodine de désignation d'un bouc émissaire. On perçoit tout de suite une chaîne empathique, un lien fort entre les éléments du groupe. Voilà, vous en avez sûrement déjà fait l'expérience, hein, même s'il ne s'agit pas de réduire le rire à cette dimension-là. Il y a d'autres choses hein, qui déclenchent le rire. Mais le rire est rarement innocent. Parce que l'innocent, c'est la victime du rire. Alors, le ridicule ne tue pas, hein, on le sait bien, mais il peut blesser à mort. Hein. Psychologiquement, ça peut être extrêmement terrible. Et l'acharnement comique
contre quelqu'un, ça ressemble parfois à une sorte de meurtre rituel. Regardez comment ça fonctionne. On perçoit chez un membre du groupe, imaginez un groupe d'amis à table, ils sont assez nombreux quand même, et puis on perçoit chez l'un d'entre eux certains signes préférentiels de persécution. Vous vous rappelez la formule de René Girard. Quel signe? Ça peut être la spontanéité. Quelqu'un qui dit les choses comme ça lui vient, qui pense. La naïveté. Ça peut être la distraction. Le personnage du distrait, c'est Coldu, voilà, c'est bien. On rit de lui. Mais à l'inverse, ça peut être la raideur. Quelqu'un que, voilà, pour moyen, il est froid, il est raide, on ne peut pas le faire changer d'avis. Les maniaqueries aussi. Voilà. Qui n'a pas des maniaqueries? Mais chez l'un d'entre eux, peut-être, il y a un petit peu plus de maniaquerie que la moyenne. Alors voilà, les signes de préférentiel sont très clairs, et du coup, un membre du groupe, pour se tailler un succès, en faisant rire les autres, il va déclencher le processus en pointant du doigt, avec des mots pervers, le défaut que tout le monde a plus ou moins remarqué. Le rieur, dit Girard, s'affirme plus ou moins orgueilleusement lui-même et tend à considérer la personne d'autrui comme une marionnette dont il tient les ficelles. Et oui, quelqu'un qui a des maniaqueries, par exemple, quelqu'un qui réagit toujours de la même façon, ou qui est toujours naïf, ou qui est toujours raide, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu mécanique. Et Bergson dit: le rire est provoqué par, la définition du rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Vous avez un être vivant qui ne se réduit pas à ses maniaqueries. Ce n'est qu'un petit aspect de sa personnalité la plupart du temps, qui ne se réduit pas à sa naïveté, à sa distraction. Mais on va le réduire à ça. Et donc, il va devenir un pantin qu'on va pouvoir manipuler en le réduisant à son côté mécanique. Et donc, le bouc émissaire du rire n'est plus tout à fait humain, c'est un pantin. Et on va le sacrifier sur l'autel de l'unanimité. Bergson parle dans le livre de brimade. Il dit le rire, c'est souvent une brimade contre quelqu'un. Il va plus loin, il parle de châtiment. On punit le bouc émissaire, en riant de lui, on le punit d'être écarté un petit peu de la norme, vous voyez. Il n'est pas dans la moyenne, il a quelques traits un peu particuliers. Eh bien, on va le punir de ça, car il faut rester dans la norme en société. Il ne faut pas trop s'en écarter. Et la fonction de la moquerie, alors, c'est de faire masse, pour reprendre l'expression d'Elias Canetti, c'est-à-dire qu'on se trouve tout d'un coup très bien. On se trouve très bien, au-dedans du groupe unanime règne la sécurité, la chaleur, l'amitié, la force. Le groupe est soudé par la différence de l'autre. Chacun brise sa solitude et se sent rassuré par sa ressemblance avec les autres. En plus, s'il y a déjà un bouc émissaire, ce ne sera pas moi. Je suis tranquille, je suis bien dans ce groupe. Et puis le soir, on rentre à la maison, on dira: ah, on a bien ri quand même. T'as vu comment il a réagi? Bon, tout ça est anodin, bien sûr. Il ne faut rien exagérer. Il faut se blinder aussi contre ça. Il faut accepter d'être parfois, de faire rire les autres. Mais il y a quand même une terrible nécessité de la recherche d'amis, la recherche d'alliés, la recherche de complices, qui fera qu'on ne sera pas soi-même le bouc émissaire. Je vous l'avais dit la dernière fois, le meilleur observatoire anthropologique, c'est les cours d'école. Regardez comment ça se passe et vous avez compris ce que décrit René Girard. Et dans les cours d'école, on voit par exemple ceci. C'est que parmi les signes préférentiels de persécution, le signe des signes, on pourrait dire, c'est la solitude. Lorsqu'un enfant est seul, on dit qu'il n'est pas intégré au groupe. Eh bien, il y a de grandes chances que, même s'il ne l'est pas au départ, il devienne un bouc émissaire parce qu'il est marginal. J'insiste sur le mot marginal. Il se trouve à la marge.
Il n'est pas dans le groupe, il est à la marge du groupe. Il est à la frontière. Il n'a qu'un pas à faire pour passer la frontière et pour ne plus faire partie du groupe. Et la société se méfie des marginaux. Hein. Ce sont des traîtres en puissance. C'est bien ce qui caractérise le bouc émissaire. Voilà, encore une citation de René Girard. La victime doit appartenir à la fois au dedans et au dehors. Pour que la catharsis puisse fonctionner, il faut que la victime soit semblable à tous les membres de la communauté et dissemblable en même temps, à la fois proche et lointaine, la même et l'autre. Le bouc émissaire, vous savez bien, c'est pas l'étranger, c'est l'immigré. C'est pas pareil. L'étranger, on s'en fiche. Il n'est pas là. Ou s'il est là, c'est comme touriste. Le bouc émissaire, c'est l'intrus. Cherchez l'intrus et vous aurez trouvé le bouc émissaire. Et c'est bien ce qui s'est passé pour Dreyfus, au fond. Hein. Quelle est la différence entre Dreyfus et les autres officiers? Ce sont des différences minimes. Hein. C'est un presque rien qui le distingue des autres officiers. Mais ce presque rien, cette judéité qui ne se voit même pas à l'œil nu, si on ne sait pas qu'il est juif, hein, on ne peut pas l'en accuser. Si on arrive à accentuer, c'est ce que fait la caricature, elle accentue tel ou tel trait, hein, on va pouvoir le stigmatiser et lui faire jouer le rôle de bouc émissaire. Alors on touche là à un problème philosophique qui sera le thème de ma conclusion, un problème philosophique qui devrait nous amener à réfléchir, à nous interroger et à nous méfier de l'idéologie contemporaine du respect de la différence. Alors quand on a dit aujourd'hui respect de la différence, on a tout dit. Mais Dreyfus n'a jamais demandé qu'on respectât sa différence. Pas du tout. Hein. Lui, ce qu'il revendiquait, ce n'était pas la différence. C'était au contraire sa similitude d'officier français, patriote républicain, comme les autres. Il ne revendiquait pas du tout sa différence. L'idéal républicain, c'est pas la différence. Il faut le rappeler en ces temps de revendications identitaires, tous azimuts, tout le monde veut qu'on reconnaisse sa différence. C'est pas le respect de la différence, l'idéal républicain, c'est le respect de l'égalité. C'est pas du tout la même chose, hein, là encore. Nul ne l'a mieux exprimé qu'un avocat juif, athée d'ailleurs, qui était le fils d'un militant dreyfusard et qui a été le père de Pierre Vidal-Naquet, on en parlait tout à l'heure, l'historien Vidal-Naquet. Cet avocat juif, bien sûr, il a été rayé du barreau en 1940, mais il a été aussi déporté à Auschwitz, où il est mort, en même temps d'ailleurs que 4 membres de la famille Dreyfus. Eh bien, avant sa mort, en 1940, lorsqu'il a été rayé du barreau, il a prononcé cette phrase « Je reçois comme Français l'injure qui m'est faite comme Juif ». Méditons cette phrase. Aujourd'hui, on aimerait bien que tous les gens qui se sentent victimes, bouc émissaires, puissent prononcer cette phrase. C'est comme Français que je reçois l'injure qui m'est faite comme musulman, par exemple, puisque c'est la question très actuelle. Cette attitude qui consiste non pas à se différencier des autres, mais au contraire à mettre l'accent sur ce qu'on a de commun avec les autres, eh bien, c'est celle de Dreyfus, et ce n'est pas celle qui prévaut aujourd'hui dans le débat public sur le racisme. Ce qui s'est produit dans le débat, un curieux retournement d'ailleurs, c'est que de la chasse au bouc émissaire, on est passé à la compétition des victimes. Voilà, j'évoquais tout à l'heure ce livre du sociologue Erner, que je vous recommande. Nous sommes entrés dans la société des victimes. Une dernière citation de René Girard, « Tout l'horizon de la culture contemporaine est bâti autour de la centralité de la victime, victime de l'Holocauste, victime du capitalisme,
victimes des discriminations raciales, sexuelles, sociales, religieuses. Est-ce que ce victimisme, hein, et on emploie le mot maintenant, est-ce que ce victimisme est une victoire de l'humanisme? Pas du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est du mimétisme. Et c'est le mimétisme de la compétition mémorielle. Hein, Puisque les génocides juifs et arméniens ont obtenu une reconnaissance de la communauté internationale, même si dans le cas des Arméniens, ça n'est pas encore complètement gagné, puisque le principal responsable refuse de reconnaître sa responsabilité. Mais enfin, ces deux génocides ont été, dans l'ensemble, reconnus par la communauté internationale. Eh bien, pourquoi pas les victimes de la colonisation? Et pourquoi pas les victimes de l'esclavage? Et pourquoi pas toutes les catégories de gens qui, une fois ou une autre dans l'histoire, ont été des victimes? Pourquoi pas demain les protestants? Moi je suis d'origine protestante, je pourrais réclamer qu'on reconnaisse à quel point on nous a persécutés, nous, les protestants. Pourquoi pas les femmes? La moitié de l'humanité a été dominée pendant toute l'histoire par l'autre moitié, eh ben, réclamons réparation. Pas les homosexuels qui ont été opprimés aussi. Mais où on va dans ce sens, vous voyez? On trouve ce que disait tout à l'heure René Girard sur la passion de l'égalité. La passion de l'égalité, ça peut être une folie. C'est aussi... Actuellement, nous vivons les deux passions folles, hein, celle de l'inégalité et celle de l'égalité. Encore une fois, je ne mets pas sur le même plan, hein, mais il faut réfléchir au lieu commun, à ce que tout le monde considère comme normal, et voir que c'est plus compliqué que ça. Et c'est même plus grave que ça. C'est même plus grave que ça, parce que dans nos sociétés égalitaires, chaque individu revendique par la plainte perpétuelle, j'en ai parlé aussi à propos du romantisme, hein, de cette plainte perpétuelle de chacun, sous le masque des droits de l'homme, hein, bien sûr, hein, des signes de persécution qui devraient ouvrir droit à réparation. Voilà, on est tous des victimes. Ainsi, alors, la violence ontologique, hein, je vais finir bientôt là-dessus, la violence ontologique prend un nouveau visage, c'est celle de la vengeance, finalement, de la revanche, du ressentiment. C'est différent, hein, de ce qu'on a vu sur le bouc émissaire, mais ça revient un petit peu au même. Et c'est tout le contraire que nous donne l'exemple, hein, du capitaine Dreyfus. C'est tout le contraire. Il faut arriver, dit René Girard, à la connaissance de soi en tant que persécuteur et au renoncement à persécuter. C'est la conversion, dit René Girard. Alors pour lui, c'est la conversion au christianisme. Pour moi, c'est pas ça, je ne suis pas chrétien. Hein. Pour moi, cette conversion, elle n'est pas religieuse, elle est philosophique. Cette conversion philosophique à la reconnaissance qu'on fait des boucs émissaires, je dirais que c'est un retournement de la pensée contre soi-même, contre ce qu'on pense, contre ses pensées, contre ses passions, contre ses peurs aussi, hein, contre ses propres réflexes, contre son propre ressentiment. Car nous ne sommes pas des saints, nous avons tous ça, le ressentiment, la peur, hein, les réflexes idiots, les passions. Mais si on retourne la pensée contre nous-mêmes de cette façon, on devrait pouvoir arriver au moins au doute. La conversion, pour moi, dont parle René Girard, c'est la conversion au doute. Alors pas le doute sur ce que je suis, hein, ça va, ce doute narcissique et anxiogène, que suis-je? Là, je n'ai aucun intérêt. Mais le doute sur ce que je pense, le doute sur ce que je crois, le doute sur ce que je crains, il faut cultiver cette capacité de doute. C'est pas facile,
Mais en tout cas, cette mise en doute, c'est ce que craignent, comme la peste, ceux qu'il faut appeler par antiphrase les bien-pensants. Ceux qui pensent qu'ils sont dans le camp du bien. Hein. Il faut mettre en doute tous les préjugés, même ceux qui ne nous arrangent pas. Et la mise en doute, eh bien, je vais conclure là-dessus, c'est ce qui caractérise cette catégorie nouvelle, hein, apparue au moment de l'affaire Dreyfus, une catégorie d'ailleurs qui fait encore un excellent bouc émissaire, c'est cette catégorie qu'on appelle depuis lors les intellectuels. Je vous remercie.